Si tout le monde est prêt à reprendre pour cet après-midi qui risque d'être bien rempli aussi. Avant de, peut-être, je peux commencer à inviter Anno Wichmann à s'installer peut-être. Je voudrais faire aussi un rappel à tous les intervenants, puisque ces présentations sont filmées, de bien vouloir nous retourner en 2 exemplaires l'accord pour mettre en ligne, s'ils sont d'accord bien sûr, cette captation vidéo. Donc Anno Wichmann, qui est notre premier intervenant de l'après-midi, qui est ingénieur au CNRS, à l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, est spécialiste de l'histoire des bibliothèques des princes et de la noblesse à la fin du Moyen-Âge et en France, dans les anciens Pays-Bas. C'est l'objet de sa thèse soutenue en 2003 à l'Université de Leyde. À l'IRHT, il est lié depuis une dizaine d'années. Il est responsable de la base de données BIBAL et de la documentation concernant l'histoire des bibliothèques et l'héraldique. C'est pourquoi il est la personne de référence pour nous parler du recensement et de la recherche des provenances dans cette base destinée à fédérer les données des bibliothèques françaises. Merci beaucoup Monique. Merci surtout à Pierre-Jean Riamont et à Monique et aux autres organisateurs. Je suis très content de pouvoir présenter devant vous aujourd'hui donc la base BIBAL qui a été mentionnée déjà ce matin et dont je vais faire voilà, une présentation brève, évidemment pas en détail, surtout pas de façon trop technique. Donc, comme Monique vient de mentionner, donc je travaille à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, à la section de codicologie, d'histoire de bibliothèque et d'héraldique. Et donc, c'est une section qui a été fondée déjà dans les années 40, et donc dont les 2 sujets sont la codicologie, et en fait, c'est devenu plutôt l'histoire des bibliothèques, l'histoire des collections, et l'héraldique, et bien sûr l'héraldique dans le sens de pouvoir déchiffrer les marques de possession dans les manuscrits. Alors le but, pourquoi faire ça à l'IRHT, mais bien sûr, le but c'est de pouvoir comprendre l'histoire des textes. Vous voyez dans le nom de l'institut où je travaille, tout en étudiant la provenance. Je l'ai formulé de 2 façons là sur le slide, donc reconstituer l'histoire de la transmission des textes par l'étude des bibliothèques anciennes. Alors, comme j'ai dit, ça se fait depuis des décennies, depuis la fondation de l'IRHT ou presque, dans les années 30-40, avec dans des fichiers. Donc, il y a ce grand fichier possesseur de l'IRHT que certains d'entre vous connaissent et puis ont même utilisé, avec une estimation de 350 000 fiches des différentes couleurs pour parler des personnes, des marques de possession, des manuscrits, des copistes, enfin, etc. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine qui a été fini. On a arrêté d'alimenter ce fichier en 2005. Et un autre fichier, c'est le fichier héraldique, qui est beaucoup plus petit, mais quand même 5 à 6 000 fiches, qui est un fichier qu'on appelle à l'IRHT le fichier peint, parce que ça a été peint à la main à l'époque. Bon, maintenant, ça semble quelque chose de bien... comment dire ça ancien comme méthode, mais bon, maintenant, à l'époque de numérisation, on ferait ça autrement, mais à l'époque, il y avait Madeleine Senez, dont vous voyez les initiales MS, qui a peint à la main, recopié à la main ce genre d'images sur les fiches. Mais bon, tout ça, donc, pour rendre compte des marques de possession dans les manuscrits de type héraldique ou emblématique. Alors, très tôt, l'IRHT a été dans les projets numériques. À la section de codicologie a été lancé dans les années 80 le projet ISBA, Inventaire des sources sur les bibliothèques anciennes de France, qui a donné un volume imprimé que vous connaissez peut-être, publié en 87, et qui, justement, sort souvent subi par ces premiers projets précurseurs de l'informatique, qui aujourd'hui n'existent plus sous forme informatique, mais on n'a que ce tirage papier qu'on a encore. Bon, ça, c'est les années 80. Et dans les années, donc, après 2005, quand on a décidé de ne plus alimenter le fichier papier, a commencé la conception de BIBAL,
d'abord par Anne-Marie Turcan et Monique Pérafort. Bon, vous voyez un peu les jalons, je ne vais pas tout faire en détail, mais donc en 2009 à 2012 a commencé ce développement de Bibal à l'IRHT avec un financement d'un projet ANR qui s'appelait Biblifram. Entre 2012 et 2018, pendant 5 à 6 ans, on a fait de la saisie dans Bibal, largement grâce au financement Biblissima, grâce auquel on a donc pu avoir des CDD, des personnes en contrat déterminé qui ont donc aidé à cette saisie dans Bibal, dont certains ont déjà passé la revue. Par exemple, Bénédicte Chiffard, qui a travaillé avec Martin Morard sur ces fiches sur les dominicains de Toulouse, qui ont été mentionnées tout à l'heure. Mais bon, bien d'autres choses aussi, notamment aussi la saisie du fichier, le transfert du fichier héraldique, dont j'ai montré un exemple tout à l'heure. Mais alors sort de beaucoup de ces bases, de beaucoup de ces projets numériques, bien rapidement déjà, Bibal 1 avait l'air, enfin l'ancien Bibal avait l'air de ne pas complètement correspondre à ce qu'on voulait, à ce qu'on pouvait faire. Et alors, on a développé une deuxième base qu'on a appelée Bibal 2. Mais bon, maintenant, aujourd'hui que Bibal 2 a été lancé, on laisse tomber le 2, on parle juste de Bibal. Donc aujourd'hui, je parle juste de Bibal. Le 1 et le 2, c'était juste pour la période de transition. Donc ce nouveau Bibal a été lancé l'année dernière, en 2018. Et est en train et la saisie dans Bibal s'est fait donc à l'IRHT toujours, notamment aussi grâce au projet MMM, que je dirai tout à l'heure en tout petit peu plus de détails, mais notamment aussi grâce aux bibliothèques, différentes bibliothèques, comme a été mentionné ce matin. Quelques mots sur la structure de Bibal. Bibal est une base compliquée, ça c'est indéniable, mais qui veut et qui a toujours eu le but, et je crois que ça le fait, être très souple dans le sens qu'on peut donc beaucoup faire avec Bibal, on peut aller dans plein de détails et dans plein de champs, etc., mais on peut aussi y mettre des données très simples et très basiques. Donc on peut le remplir à plusieurs niveaux. En tout cas, Bibal a été conçu pour recevoir 8 objets principaux, les personnes physiques et morales, donc les personnes et les institutions, les collections que vous voyez juste en dessous, est-ce que vous voyez la souris? Oui. Donc, les collections qui sont constituées de livres qui peuvent être attestés ou conservés, attestés dans un ancien inventaire ou conservés aujourd'hui encore avec une cote. Ces livres comportent des textes et les textes sont liés à des œuvres. Les textes sont donc les textes sous leur forme matérielle, mais en fait, on peut aussi mettre dans cette partie, dans cet objet, les éditions. Donc pour avoir une étape entre les éditions et les œuvres. On peut aussi décrire en détail des reliures. Et sur le côté gauche, vous avez les deux objets qui sont vraiment spécifiques pour Bibal, pour décrire les provenances, c'est-à-dire les marques de provenance. On dit souvent provenance, mais ça veut dire les marques de provenance, les ex-libris, les armoiries, etc. Et les autres sources où on met notamment des inventaires, des catalogues anciens ou d'autres types de ressources extérieures aux manuscrits qui peuvent nous renseigner par rapport à leur provenance. Tous ces objets sont associés, comme on dit, avec des associations typées avec un degré de certitude. Je vous explique ça un tout petit peu plus. Donc il y a ces 8 objets principaux dans Bibal. Il y a les associations entre les objets qui peuvent être multiples et qui sont typés, c'est-à-dire on peut, je vais vous montrer tout à l'heure en exemple concret, on peut dire qu'un livre a été possédé par quelqu'un, mais aussi un livre a été donné par quelqu'un, un livre a été reçu par quelqu'un, etc. On peut donc préciser le lien entre la personne et le livre, mais aussi entre l'ex-libris et la reliure, ou entre tout objet et tout autre objet. Et on lie à ça un degré de certitude, c'est-à-dire on peut dire que quelque chose est sûr ou moins sûr, ou même, on peut même dire que c'est sûr que ce n'est pas vrai, mais on veut quand même en rendre compte. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Vous qui travaillez dans les provenances, je suis sûr que vous comprenez, mais je vais le montrer un exemple concret. Alors, on peut mettre des dates et des lieux partout. On n'est pas obligé, évidemment, mais on peut dire que tel don ou telle possession est lié à telle date et tel lieu.
et une date peut évidemment être une date précise, mais aussi une tranche, une fourchette de dates. Et il y a des champs descripteurs partout, dont certains sont liés à des listes ouvertes, mais d'autres sont simplement des champs à saisie libre. Alors, quelques petits exemples. Là, on a par exemple la liste de ce qu'on appelle les CSP, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles. Alors, c'est une liste un peu pêle-mêle, c'est-à-dire un peu mélangée. Il y a à la fois des choses comme AB, ABES, académicien, etc., donc des métiers, apothicaire, vous voyez là, mais il y a aussi des choses comme prince ou noble ou voilà, membre du clergé, etc. Donc ça, c'est la façon dans laquelle on peut donc ajouter ça à une personne ou à une institution. On peut aussi lier un ordre religieux, donc où on a toute une liste à l'origine constituée par Martin Morard, qui a déjà été mentionné, des différents ordres religieux. Ici, quelques exemples je ne sais pas si c'est lisible, mais c'est le principe surtout qui est important, des relations ici entre une personne et un livre. Donc, une personne a acheté un livre, et donc le livre a été acheté par la personne, etc. Donc, les associations vont évidemment toujours dans les deux sens. Mais ces associations peuvent être aussi entre deux notices du même objet. Donc ici, des associations entre deux personnes. Donc une personne est une amie d'eux, ça c'est quelque chose de très général, mais on peut être plus précis. Elle est l'employeur d'eux, elle est l'employé d'eux, ou même est en conflit avec. Donc voilà, et aussi bien sûr les liens de famille. Là, est le cousin ou la cousine d'eux. Voilà. Et le fondateur d'eux. Alors là, évidemment, on a par exemple une relation entre une personne physique et une personne morale, quelqu'un pour avoir fondé un monastère. Et là, je vais passer parce que tout à l'heure, j'ouvrirai la base en vrai, mais donc un exemple de résultat de recherche. Alors maintenant, là, on a vu très rapidement la structure, maintenant les données. Alors pour l'instant, je vous donne juste quelques statistiques. Donc actuellement, dans la base, il y a un peu plus de 8000 personnes, dont 1000 personnes morales, donc des institutions, et dont dépendent à peu près 2000 collections. Les livres qui sont pour l'instant presque exclusivement des manuscrits, mais bon, on les appelle livres parce que ça peut être manuscrit ou imprimé, évidemment, sont 11 500 à peu près, et presque 10 000 marques de provenance. Alors vous voyez bien dans ce camembert, comme on dit si joliment en France, on montre que en fait, les objets qu'on a décrits sont principalement les livres, les marques de provenance et les personnes. Les autres objets ont été beaucoup moins entrés dans la base, et c'est parce que justement, comme je vous disais, on peut faire beaucoup de choses dans Bibal, on peut en mettre énormément de données, mais souvent on se limite un peu voilà, parce que simplement on n'est pas une armée à saisir dans la base, et donc on se limite à mettre un livre, une personne qui a possédé le livre et la marque de provenance qui nous donne les informations à propos de ça. Alors, l'alimentation de Bibal s'est faite ces dernières années, donc, comme j'ai dit, à partir des fichiers papier, mais tout en mettant à jour, évidemment, parce que ces fiches sont pour une partie assez ancienne, et donc voilà, on essaye de mettre à jour au maximum avec une nouvelle publication. Par la section de Code écologie de l'IRHT, avec une grande aide de l'argent des différents projets Biblissima, et aujourd'hui aussi avec l'aide du projet Mapping Manuscript Migrations, qui est un projet donc, en France financé par l'ANR, mais avec des partenaires à l'étranger. Mais aussi, déjà dans le passé, mais maintenant c'est quelque chose qui recommence donc, avec des imports des fichiers Excel ou via des fichiers Excel d'autres bases. C'est-à-dire que une première chose qu'on a fait comme ça, c'était les fichiers héraldiques, mais autre chose qu'on a fait de cette façon, c'est les données d'alignement de Biblissima. Alors, il faut le mentionner, les données d'alignement, non pardon, je vais le montrer tout à l'heure, avec les fichiers d'autorité ont été en grande partie faits par l'équipe de Biblissima et ont ainsi pu rejoindre Bibal. Et puis, mais bien sûr, depuis, pour chaque personne qu'on entre, on essaye de mettre à jour et d'ajouter ces données d'alignement avec les fichiers d'autorité. Je suis en fait, j'ai fait, mais les informaticiens sont en train de verser
1600 ou 1700 personnes morales d'un projet assez ancien déjà, mais qui s'appelle Corélie, des personnes morales religieuses, qui a été fait à la BNF il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Je suis en train, enfin j'ai déjà fait, mais les informaticiens sont en train de verser dans Bibal les œuvres de la base de données FAMA, dont j'ai beaucoup discuté avec Francesco Siri, ici présent aussi, et qui a bien voulu nous aider pour faire ça. Et maintenant, on va en venir aux imports liés au projet de collaboration avec les bibliothèques. Parce que ce projet, donc, qui s'appelle Fédération des données de provenance des bibliothèques françaises, dont beaucoup d'entre vous font partie, mais pas tout le monde, donc je résume quand même, a été commencé par un groupe de bibliothèques patrimoniales coordonné par la bibliothèque de l'Institut de France, où c'était mené comme projet coordonné comme projet par Béatrice Delestre, qui est partie l'été dernier, et donc ça a été repris par Sylvie Biet. Alors, depuis 2013 déjà, donc ça commence à faire quelques années, ce groupe a été constitué avec l'appui du ministère de la Culture, et ce groupe a constitué une typologie de recommandations et a voulu créer une base. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on travaille maintenant ensemble avec eux? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est une journée du CERL. Et j'y tenais de le mentionner aujourd'hui parce que c'est vraiment... Il y a eu en mars 2015 cette journée à Londres qui s'appelait A Coordinated Approach to Recording and Researching Provenance Records and Images Moving Forward. Alors ça, cette journée-là a vraiment aidé à to move forward, parce que c'est là que Béatrice Delestre et d'ailleurs aussi Nathalie Rollet étaient présents pour ce groupe de travail, et moi j'y étais présent pour l'IRHT, pour Bibal, et donc on a discuté, on s'est dit il faut qu'on travaille ensemble, et donc du coup, 2 mois après, ils ont obtenu de l'argent de l'équipe Ex Biblissima, et puis, comme vous voyez sur la liste, on a décidé de mener le projet ensemble. Et nous, on avait juste commencé à cette époque-là de développer Bibal, la nouvelle version de Bibal, et du coup, la nouvelle version de Bibal a été vraiment faite en concertation avec le groupe de travail Fédération des données de provenance des bibliothèques françaises. Alors... Bon, j'ai beaucoup de choses que j'ai déjà dit. En fait, ce groupe de travail a soutenu le développement de Bibal 2. On a parlé des membres de ce groupe peuvent faire et font déjà, comme certains ont dit ce matin et ont montré ce matin, de la saisie dans Bibal, mais on travaille aussi avec des imports automatiques. Alors, les imports automatiques via des fichiers Excel va un peu moins vite qu'espéré. Souvent, c'est assez compliqué d'adapter les formats de ces fichiers qui sont d'ailleurs de nature extrêmement variée dans le format Bibal, mais on y travaille et on va y réussir. Et puis, on organise des journées de formation et... voilà, et il est prévu cette année donc de aussi utiliser l'argent du projet Biblissima, de recruter quelqu'un à contrat déterminé pour aider à faire ça. Alors une nouveauté dans Bibal, ce sont les corpus. Ça avait toujours été prévu, mais maintenant informatiquement ça commence vraiment à se concrétiser. Un corpus dans Bibal, ça veut tout simplement dire un regroupement de notices. Ça peut être un regroupement de toutes sortes, c'est à nous de définir quoi, mais ça peut donc être toutes les notices relevant d'une bibliothèque. Et tout le sens que prend un corpus dans Bibal, c'est que ce corpus pourra être visualisé dans un site dédié. Maintenant, ça a été développé informatiquement, donc on peut très facilement maintenant générer un site dédié de un certain nombre de notices dans Bibal. Et donc, ces notices feront partie de Bibal, mais seront en même temps visualisables dans un autre site qui est d'une bibliothèque ou même de plusieurs bibliothèques dans une région, etc. Donc voilà, je prêche pour des convaincus, je sais, mais donc on essaye de s'unir ensemble pour s'occuper de la provenance des manuscrits et des livres anciens, qu'on soit chercheur, catalogueur, conservateur ou encore autre. Il faut unir les forces et créer des liens entre les différentes bases de données, les différents outils, mais aussi avec, bien sûr, les fichiers d'autorité et des métastructures ou des portails type Biblissima.
Alors, dans le cadre de multiplier l'intégration des fichiers d'autorité, j'ai déjà mentionné qu'on a donc intégré les données pour les personnes de la BNF, de VIAF, de ISNI, de IDRF, de Wikimedia, qui ont été générées par l'équipe Biblissima, notamment par Édouard Fruncianu. Et donc, on continue à enrichir ça. Pour les lieux, on s'aligne sur les coordonnées GeoNames, mais récemment, dans le cadre du projet MMM, on a aussi fait un alignement avec le Thesaurus of Geographic Names du Getty. Je serais intéressé pour savoir si dans le CERL, il y a des liens à faire avec ça, parce qu'on n'avait jamais travaillé avec ça, et je crois qu'en France, c'est très peu utilisé, mais voilà, je voulais juste le mentionner. Pour les manuscrits, on se base sur Medium, et donc, on attend toujours le nouveau médium qui va se réunir avec la BVMM, que beaucoup d'entre vous connaissent bien, la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Et aussi, l'IRHT est très proche du nouveau projet du International Standard Manuscript Number, mais bon, qui est aussi encore en développement. Tandis que pour les œuvres, on essaye donc, comme je suis en train de faire pour FAMA, de réunir toutes les données des différentes bases de l'IRHT, qui est déjà un travail à faire interne à l'IRHT, et aussi d'intégrer les identifiants pour les œuvres qu'a déjà la BNF. Alors, juste un mot sur ce projet mentionné, Mapping Manuscript Migrations, MMM, qui est un projet de 2 à 3 ans, de 2017 à 2020, avec Oxford, donc avec le catalogue de manuscrits d'Oxford, avec Philadelphia, donc la Schoenberg Database of Medieval Manuscripts, pardon, pas que médiéval, mais Schoenberg Database of Manuscripts, et avec une équipe technique à Helsinki, à l'université de Aalto. Et donc, en ce moment, pendant 1 an ou 1 an et demi, 2 personnes, Sineve Meeking et Antoine Brix, sont à l'IRHT en train d'alimenter la base Bibal. Ils sont extrêmement efficaces et donc on a des milliers de notices, notamment de la ancienne bibliothèque de la Sorbonne, des différentes monastères cisterciens, etc. Biblissima, je ne vais pas en parler parce que notre collègue Régis va le faire. Et évidemment, je disais tout à l'heure ça à Marie, il faudrait aussi qu'on discute de créer des liens entre tous nos travaux et le CERL. On a déjà été en contact souvent dans le passé, ça serait bien d'avancer dans ça aussi. Alors, pour finir, je veux quand même ouvrir la base en espérant que ça marche. Voilà, alors voilà la base Bibal. Alors, bon, je ne vais pas revenir aux explications qui sont là, vous pouvez tous voir ça sur Internet. Je fais une nouveauté sur la base. Donc, pour l'instant, la recherche n'est qu'une recherche simple, mais c'est une recherche simple qui est assez riche, je vais vous montrer. Par exemple, mais justement tout à l'heure, on avait, où est-ce que j'ai laissé bon, je mets Berry pour chercher des marques de possession de Jean de Berry. Alors du coup, on a à gauche, on a juste une liste, enfin ça c'est une recherche brute évidemment, avec juste un mot-clé, 63 résultats, mais on peut utiliser les filtres sur la gauche, comme dans beaucoup d'autres sites type Gallica. Et puis, si on voit qu'on a trouvé 20 personnes, 4 collections, 32 provenances, donc si on regarde juste les provenances, on a les marques de provenance, mais alors ce qui est très pratique dans ce cas-là, c'est ici à droite, c'est que là, vous voyez la liste, mais ici, quand vous cliquez là, vous voyez les images. Alors, je regarde que les provenances, alors vous voyez justement que les marques de provenance liées au mot-clé Berry, mais voilà, ce sont pas mal de fiches du fichier héraldique de l'IRHT, mais enrichi avec d'autres, ici un ex-libris par exemple, ici un autre ex-libris de Jean de Berry. Donc voilà, on a un mélange de différentes images, ça peut être très pratique pour juste chercher un mot-clé avec quelques images. Et si vous ouvrez la fiche, bon, évidemment vous avez un peu plus d'informations. Ici il s'agit justement d'une fiche avec 2 images, l'image juste une photo sur la lumière normale et l'autre une photo multispectrale qui montre
l'ex-libris de John de Berry dans ce manuscrit aujourd'hui à Jena, en Allemagne. Alors, et je voulais montrer aussi la dernière fiche qui est dans cette liste, qui est une fiche de possession de Jeanne de Bourbon. Alors pourquoi ça a apparu avec une recherche Berry? C'est parce que j'ai expliqué ça ici dans le champ de commentaires. Cet ex-libris a été attribué par Léopold de Lille, le grand Léopold de Lille, mais bon, qui se trompait parfois aussi, à Jeanne de France, duchesse de Bourbon, mais ce qui ne me semble pas possible, parce qu'il a écrit Jeanne de Bourbon, et donc ça s'explique donc par l'association que j'ai créée. J'ai créé donc une association avec Jeanne de Bourbon, avec la certitude probable, orange, et une association avec Jeanne de France, avec une certitude nulle, ce qui est expliqué dans le champ commentaire. Voilà. Bon, tout ça, ça peut être modifié, ça peut être adapté selon les publications, selon les recherches, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un cas comme ça. Il y a les informations qui s'affichent quand on passe la souris sur le petit i. Alors, ce que je voulais montrer aussi, c'est une nouvelle... Oui, je vais finir. Voilà, une nouveauté ici. C'est un index qui peut être pratique simplement pour voir ce qui existe en Bibal. Si vous voulez voir toutes les personnes qui sont dans Bibal, dont le nom commence avec un F, vous avez les listes là. Et notamment, vous n'avez pas seulement des listes, mais vous avez les listes avec les autorités DataBNF, ISNI, VIAF, etc. Et ça, maintenant, est disponible aussi en tant que corpus. Alors, je change l'URL. Je mets juste personne à la place de Bibal. Non, j'ai mal. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier corpus qui existe pour de vrai. Alors, c'est un corpus très simple parce que c'est juste une corpus de toutes les personnes, mais c'est ce qu'on va utiliser au sein de l'IRHT pour réunir toutes les fiches des personnes, des bases Jonas, Pinakes, enfin toutes les bases de l'IRHT. Mais justement, comme je vous ai dit, c'est un corpus qui est un exemple, et une corpus, ça peut être tout corpus dans Bibal, avec différentes fiches qui sont donc liées à la fois à toutes les autres fiches Bibal, mais qui ont aussi une existence en tant que groupe qui peut être affichée sur une autre interface. Voilà, je vais arrêter là. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc il nous faut